Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de L'homme de la cave de Pierre Verja, lu par Sandra Poirier. À mon oncle. Prologue. Inspire, Sam, inspire! C'est bon, Enzo, laisse cette tapette dégobiller. Tu ne vois pas qu'il fait semblant pour ne pas nous suivre? Lucas Auriel observait les deux adolescents aux mines inquiètes et au front surmonté de lampes torches. Le plus jeune, Samuel Dubois, vomissait son dîner dans une farandole de gargarismes dégoûtants. D'un an son cadet, Enzo Riveri tentait de l'aider par quelques gestes maladroits. Lucas, dressé sur son rocher, les toisait d'un air dédaigneux. « Je crois qu'il ne pourra pas continuer, Lucas, » reprit Enzo. « On va voir ça. » Le garçon sauta de son perchoir et rejoignit les deux amis à grandes enjambées. D'une main franche, il écarta Enzo qui se tenait près de Sam et attrapa celui-ci à l'épaule pour le relever. « T'as fini ton cirque? Écoute, si tu ne viens pas avec nous, je pète ta lampe et on te laisse tout seul dans les bois. Tu crois que tu auras moins peur que là où on va ?» Sam, entre deux sanglots, bougea la tête pour signifier son désaccord. « Bon, tu as fait ton malin en disant que tu ne craignais pas le monstre, et maintenant tu te chies dessus. T'es un homme ou un pédé, Sam ?» Le garçon se tut. Lucas le secoua de nouveau. « Je n'ai rien entendu, Sam. T'es un homme ou un pédé ? Un homme. Je préfère ça. Si tu me refais un coup pareil, je dirai à tout le monde à l'école que tu t'es fait dessus comme une sale tafiole. Allez, on bouge. » Lucas pivota et se remit en marche. Très vite, sa silhouette se fraya un chemin entre les arbres denses. Derrière lui, il entendit Enzo le talonner, suivi par les claquements de dents de Sam. Le capitaine du trio commençait à s'agacer de ce rite de passage que des grands avaient instauré bien avant lui à l'école. Il avait trouvé ça amusant au début, de voir les petits se pisser dessus à l'idée de croiser le légendaire monstre de l'ancienne fabrique de jouets. Avec des amis, ils avaient même installé quelques pièges pour rendre l'expérience plus vraie que nature. Un projecteur de fumée dissimulé parmi les décombres, une enceinte Bluetooth qui s'active à distance et des taches de confiture de cerises placées à des endroits stratégiques. Une fois, Lucas s'était affublé d'un masque à la fourrure synthétique et au croc en plastique que l'on trouve dans des magasins de farce et attrape pour finir d'achever les pauvres bisus. Malgré tous ces stratagèmes pour épicer la blague, le jeune Auriel en avait assez de cette tradition débile. Il devait jouer le dur, mais au fond, voir le petit Sam dans cet état le rendait tout aussi malade que lui. Lucas connaissait assez de souffrance dans son quotidien. Pourtant, il devait le reconnaître. Être loin de sa maison en pleine nuit lui procurait une forme de soulagement, un plaisir grisant d'enfreindre les règles, de sortir de ses soucis. Ajoutez à cela la jouissance égocentrique d'être jugé comme un grand aux yeux de ces deux garçons finissait de le convaincre de continuer ses rites de passage. À bien y penser, ils allaient se coller une bonne frousse, sûrement cauchemarder quelques nuits, et ils oublieraient. Lucas ne se souvenait que très vaguement de son initiation où il avait vu le monstre. Un plus âgé de l'époque avait caché un épouvantail dans la demeure en ruine. Le gamin des Auriel avait sursauté de terreur avant d'entendre des rires tout autour de lui. Il valait toujours mieux quelques secondes de moquerie à des années de honte pour ne pas avoir eu le courage d'aller au bout. « Baissez-vous !» Les deux autres restés en retrait s'arrêtèrent brusquement. Ils rejoignirent Lucas à pas de loup, les visages blafards, scrutant le moindre bruissement dans la nuit. « Nous y sommes !» Les mots de Lucas résonnèrent comme une sentence. À quelques mètres devant eux, se tenait un grand immeuble dévasté par le temps et l'oubli. Les ronces et le lierre avaient percé à travers la structure.
Les vitres des fenêtres étaient soit brisées, soit manquantes. Dans l'obscurité, l'ancienne fabrique de jouets dégageait quelque chose d'étrange, comme si brusquement les 3 garçons avaient glissé dans une faille temporelle, projetés 3000 ans en avant sur une terre détruite par de multiples guerres. L'une des portes, pareille à la bouche d'une créature ancestrale, aurait vomi une horde de zombies que les enfants n'auraient pas été tout à fait surpris. Lucas sentit ces 2 jeunes recrues partir dans les méandres de leur imagination. Aussi reprit-il la parole avec fermeté. « Maintenant, écoutez bien. Vous savez pourquoi la ville s'appelle Montmal ?» Tels 2 frères siamois, Sam et Enzo dodelinèrent de la tête, les yeux écarquillés par l'appréhension. Son histoire remonte au XVIe siècle. À l'époque, les catholiques et les protestants se faisaient la guerre. Pour fuir le christianisme, certains habitants de la région se cachaient dans les montagnes, là où maintenant il y a Laroque, Saint-Bosille et Montmal. On raconte qu'un groupe de protestants s'est retrouvé perdu et a découvert une grotte un peu plus au nord d'ici. Le trou était creusé à même le sol, comme une sorte d'antre souterrain, assez grand pour y loger plusieurs personnes. Les tremblements de Sam s'accentuèrent. Enzo se rapprocha de son ami, davantage peut-être pour se rassurer lui-même que pour apporter un quelconque soutien. Lucas jubilait. La nuit venue, le groupe qui s'était installé remarqua des choses étranges dans la grotte. Des murmures, des raclements, un grondement. Au début, ils crurent qu'il s'agissait d'un ours. Alors le plus courageux des hommes commença à l'explorer en profondeur, un fusil à la main. Il ne revint jamais, et à dire vrai, une branche craqua derrière eux. Enzo et Sam se retournèrent d'un bond, comme si quelqu'un venait de poser un glaçon dans leur dos. « C'était quoi ça ?»« Oh, probablement rien », susurra leur leader d'un plaisir sadique. « Je disais donc, on ne revit jamais le soldat parti en éclaireur. En fait, on ne revit jamais personne. » Lucas voyait bien ces 2 victimes cernées par la peur. Enzo tentait de faire bonne figure. Sam, lui, avait les yeux embués de larmes. « On a fait un bond dans le temps. Le hameau de Montmal est bâti. À cette époque, la France est secouée par les meurtres de la bête du Gévaudan. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un autre monstre encore plus terrible qu'un simple loup. Une abomination terrée dans les entrailles de la région, attendant patiemment son heure, se nourrissant de quelques chèvres ou biches de la forêt. Parfois, quand un villageois s'égare, elle en fait son repas. Une créature si terrifiante que le hameau décide de mettre en garde les nouveaux arrivants en appelant leur bourgade Montmal, le mont du mal. « C'est n'importe quoi ton histoire », dit Enzo, dont la négation semblait être sa dernière défense. « Ah oui ? Alors comment tu expliques que la fabrique de jouets la plus prolifique des années 80, celle qui a permis à toute une région de trouver du travail, fasse subitement faillite et que personne ne veuille la reprendre ? T'as entendu parler de la mondialisation ? » Discrètement, Lucas appuya sur un petit bouton qui enclencha l'une des enceintes Bluetooth dissimulées dans un arbre. Un grognement lourd et glaçant en sortit. Sam vira au blanc livide. Enzo serra sa mâchoire. Alors que la température fraîche de la nuit les enveloppait, les fronts des 2 garçons suaient à grosses gouttes. « La vérité, c'est que la bête a quitté son trou. Certains pensent que la chasse l'a affamée et qu'elle a été obligée de se rapprocher des villes. Toujours est-il que des gens qui travaillaient dans la fabrique ont dit avoir vu une ombre rôder autour des bâtiments. Un jour, la femme d'un employé, accompagnée de son bébé, est venue déjeuner avec son mari. La mère et l'enfant ont disparu. On les a retrouvés quelque temps plus tard, ou plutôt ce qu'il en restait. Des os et quelques lambeaux de chair accrochés dessus. À nouveau, Lucas pressa le mécanisme et les grondements retentirent de plus belle. Malgré sa lassitude, l'adolescent devait bien reconnaître que raconter cette histoire débile lui procurait toujours une divine sensation. Il se sentait tellement mystérieux et captivant,
avec sa voix grave et ses effets théâtraux marchaient du tonnerre. Le petit Sam était décomposé, et même le courageux Enzo n'en menait pas large. À présent, la bête se cache dans les ruines de la fabrique. Plus personne n'ose y aller, de peur de se faire dévorer. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le monstre en photo avec votre portable, et vous serez officiellement des hommes. Des vrais. « Tu l'as prise, ta photo, toi ?» demanda Enzo. « Moi ? Bien sûr. Je vous la montrerai à la fin. Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Et puisque Sam, tu es celui qui a le plus à prouver ce soir, je te suggère de passer devant. » L'enfant tourna la tête lentement vers l'immeuble qui, à ses yeux, devait prendre la forme d'un monstre. « Allez, le péteux, et sors ton appareil dès maintenant, la bête est drôlement rapide. » Le jeune homme extirpa de sa poche son smartphone, ouvrit l'application photographie et s'avança hors de la forêt en direction des ruines. Quand il fut à bonne distance, Enzo se glissa vers Lucas et se pencha vers lui. « J'ai vu la télécommande. En fait, tout ça, c'est du cinéma. » « Tu croyais quoi? Que c'était vrai? T'es con ou quoi? Bien sûr que c'est du flan. T'es plutôt malin, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors tu fermes ta gueule et tu laisses le petit affronter ses peurs. Si tu dis quoi que ce soit, tu vas en faire le bouc émissaire de l'école. On n'est pas obligé de le dire, non? C'est traditionnel, du con. » Lucas s'élança pour suivre Sam, abandonnant Enzo au milieu de la nuit. L'adolescent rentra dans l'entrée principale, dont il ne restait des grandes portes coulissantes que les charnières rouillées. Des toiles d'araignée dansaient sous la lumière de sa lampe torche, telles les guenilles d'un spectre. Les nombreux courants d'air soufflaient une complainte inquiétante. Le décor était parfait. Sam s'était figé au milieu de la pièce, le corps secoué de frissons. « Ce n'est pas le moment de rêvasser, le péteux. Il y a du bruit à l'étage. La bête doit dormir. Avec un peu de chance, elle n'aura même pas senti notre présence. » Lucas entendit Enzo passer derrière lui. Une fois à sa hauteur, il lui décocha un regard rempli de haine. « Je vais chercher dans la pièce d'à côté. Plus vite on prendra cette photo, plus vite on quittera cet endroit. » Enzo poursuivit sa route parmi les décombres, posa une main sur l'épaule de Sam qui n'osait bouger, puis disparut dans la salle voisine. Lucas observait la scène dans un mélange de plaisir et de honte. Peut-être devrait-il tout arrêter? De dos, Samuel ressemblait à un arbre chétif et malade. L'adolescent hésita. Après tout, à quoi tout ça rimait? Il lui suffisait de mentir à l'école et le calvaire de son pauvre camarade s'arrêterait. Soudain, un cri résonna entre les murs. Enzo venait de hurler dans la pièce voisine, une plainte de terreur, un sursaut d'angoisse. Sam se précipita vers lui et Lucas suivit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le chef de la bande. Enzo s'était accroupi derrière un bureau chargé de poussière et dont les tiroirs jonchaient le sol tout autour. Le garçon tremblait. « J'ai vu une silhouette passer, je te jure, je l'ai vue !» cria-t-il en désignant une ouverture au fond de la salle. « Tu me fais quoi, là ?»« Je te jure, Lucas, j'ai vu quelque chose. »« Je t'ai prévenu pourtant. Je t'ai dit de ne pas tout faire foirer. Tu te crois drôle, espèce de connard ?» Enzo se redressa et toisa son aîné, le regard pétri de rage. « Putain, mais tu penses que je mens? J'en ai rien à foutre de ton petit jeu de merde. Je te dis qu'il faut se tirer, tu comprends ?» Excédé par son ami, Lucas eut le mauvais réflexe de lui asséner un coup de poing au visage. Enzo s'écroula de tout son corps, évitant de peu le coin du bureau, la joue meurtrie. Lucas aurait voulu s'excuser, mais au même moment, quelque chose se brisa dans la pièce d'à côté. La colère de Lucas s'évapora. « C'est quoi ça? Qu'est-ce que je te disais, connard? Hé, c'est bon, arrêtez vos cirques, ce n'est plus drôle. » Sam posa son index devant sa bouche pour faire comprendre à ses deux compagnons de la boucler.
Le silence installé, ils purent les entendre distinctement. Des pas. Ils s'approchaient vers eux. Lucas ne pigeait plus rien. Ce n'était pas du tout prévu dans son scénario. Qui avait osé interférer? Pour sûr, une fois qu'il aurait trouvé le petit malin, l'adolescent lui ferait passer un sale quart d'heure. Trop occupé à pester contre cet imposteur, Lucas ne vit qu'au dernier moment Samuel Dubois empoigner le bras d'Enzo pour le relever. Les deux se mirent à cavaler en direction de la sortie. Lucas, étonné par cette fuite, resta figé à hurler contre les deux garçons. « Bande d'enculés, revenez! Tout ça c'est du flan, bordel, c'est moi qui ai tout manigancé. Putain, si je vous rattrape, vous allez voir. À l'école demain, je ferai en sorte qu'on vous jette de la merde sur la gueule. » Lucas Auriel hurlait à s'en arracher les cordes vocales. En crachant sa rage et sa frustration, il n'entendit pas les pas se rapprocher peu à peu, ne perçut qu'au dernier moment le souffle froid se poser sur sa nuque, et quand il se retourna, il était trop tard. La gueule du monstre se referma sur lui. 1. Vendredi 21 août 2018. Agenouillé au milieu du jardin de son enfance, Albin respirait à plein poumon. L'odeur des roses que sa mère taillait avec une minutie presque maladive. Le bois humide de la forêt qui encerclait la propriété et un lointain effluve des cigares de son père. L'homme ouvrit les yeux. Face à lui, l'imposante bâtisse où il avait grandi le fixait d'une ombre accusatrice. Il reconnut l'escalier qui menait au porche, ainsi que la porte d'entrée au petit carreau jauni. Son regard glissa en suivant la rambarde en sapin jusqu'à la balançoire, où il avait l'habitude de jouer avec ses amis. Quelque chose entre ses mains détourna son attention. Une boîte, grossière dans son ouvrage, épurée de tout ornement. La largeur d'une cuillère à café et la hauteur d'un gros livre. Il la serrait de toutes ses forces sans en comprendre le sens, terrifié à l'idée de l'ouvrir. Albin Duval savait, par intuition, ce qui se trouvait en son sein. Une petite voix murmurait à l'intérieur de l'écrin. D'abord un souffle, une complainte que le vent balaya. Puis des mots fouettés, comme si quelqu'un parlait à l'intérieur d'un tube. Le son qu'émit le coffret glaça le sang du jeune homme. « Mauvais, tu es... père mauvais !» susurrait la chose, à mesure que l'angoisse s'immisçait dans le corps d'Albin. Il reconnut le timbre rond et chaleureux de son paternel, Jacques. Une autre plainte, d'une tonalité différente, se superposa à ces paroles qui se répétaient en boucle à travers le boîtier. « Chérie, aide-moi. Notre bébé, il est... » Albin sentit quelque chose percuter son genou. L'homme émergea en sursaut, la bouche pâteuse, les yeux éblouis par le soleil d'août. Sa joue collée sur la vitre du train émit un bruit de succion. Face à lui, une femme d'une quarantaine d'années, au sourire gêné, tentait de maintenir en place son garçon, une boule de nerfs d'une dizaine d'années, le visage agaçant des petites terreurs de la cour de récréation. « Je m'ennuie, c'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive ?» criait-il en balançant ses pieds en avant comme pour se propulser hors de son siège. Deuxième coup dans la rotule. Albin grinça puis déplia son corps meurtri par une mauvaise posture. « Je suis vraiment désolée, » dit la femme en s'adressant à lui. « Tu arrêtes, Bastien. Excusez-le, la patience ce n'est pas son fort. Il tient ça de son père. » Ces mots dégageaient un mélange de profonde fierté et d'immense gêne. Albin s'étonnait toujours de voir que même dans leurs pires actions, les parents vouaient un culte à leurs enfants. Sera-t-il comme ça avec sa future progéniture? Il l'espérait. Quand Albin eut fini de s'étirer tout en esquivant les coups de chaussure de la petite peste, la mère dégaina l'arme de tout adulte en détresse. «
autorisait son gamin à jouer sur le smartphone. La jeune femme esquissa un rictus soulagé à son voisin de voyage. D'habitude, il n'a pas le droit, mais là, je dois dire que je suis contente de faire une exception. Vous savez ce que c'est, dit-elle comme pour se justifier. Pas vraiment. Profitez bien alors. Non parce que c'est magnifique, mais ça change la vie. En bien ou en mal ? Se demanda Albin. Je dois dire, ces voyages en train, c'est interminable. Vous l'avez pris de Paris ? Oui, marmonna-t-il, la voix encore rauque de sommeil. 5 heures, c'est long même pour nous les adultes. Alors ces petites boules d'énergie, vous pensez ? Vivement qu'on arrive. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de profiter de mes vacances. Ah ça, le cocktail, la piscine, les doigts de pied en éventail, je ne les aurais pas volés. Vous restez à Montpellier ou vous allez visiter la région ? La femme passa une main attentionnée dans les cheveux en bataille de son fils qui, ignorant ce geste de tendresse, poussa des grognements d'excitation devant son écran. « Je suis du coin. »« Ah, d'accord. » Elle se redressa sur son siège, le visage illuminé. À cet instant, Albin comprit qu'il allait être difficile de poursuivre sa sieste. « Et vous allez où en vacances ? J'imagine que pour quelqu'un de la région, vous connaissez les bons endroits. Nous, avec Bastien, on adore la rivière. Alors, si vous affectionnez une destination particulière, sans vouloir vous la voler bien sûr, on serait très content. Pas vrai, mon chéri ? Un gargarisme fit office de réponse. Je ne suis pas là pour des vacances. Ça sert à quoi de venir dans le sud si c'est pas pour des vacances ? Le petit avait lâché ces quelques mots sans détourner les yeux du téléphone. Bastien, ce ne sont pas tes affaires. Excusez-le, il n'est pas comme d'habitude. Ce n'est rien. Albin Duval sourit quelques instants aux 2 voyageurs, puis détourna son regard. Le paysage défilait depuis plusieurs heures déjà. Aux grands immeubles de la capitale, encore endormis, avaient succédé les longues étendues de la Bourgogne. La gare de Lyon et, à présent, la Camargue déployaient ses étendues arides sous ses paupières fragiles. L'homme décolla son dos du siège et sentit les gouttes de sueur perler sous sa chemise. Il se souvint alors pourquoi, des années auparavant, il avait quitté le Sud pour tenter sa chance à Paris. Bien sûr, le travail était l'une des raisons de son exil. Mais l'extrême chaleur avait pesé dans sa décision. Albin détestait cette pesanteur moite. L'impression de vivre dans un four géant lui paraissait de plus en plus insupportable. Heureusement, il ne restait pas, le temps de gérer cette affaire, et il serait de retour à Paris, qui était devenue sa ville de cœur. « C'est secret ?» reprit Bastien. « Tu arrêtes maintenant. Vraiment, je suis confuse. » « Laissez. Moi aussi, j'étais très curieux à son âge. Et pour te répondre, Bastien, oui, c'est un secret. »« Ah oui ?» L'homme s'étonna de savoir comment certains mots éveillaient un intérêt instantané chez les enfants. « Et tu dois savoir que les secrets, les vrais, on doit les garder pour soi. »« Vous avez fait une promesse ? » ?»« Voilà. »« Maman, elle dit qu'il ne faut pas garder des secrets trop longtemps. Après, ça fait des soucis. » Mon chéri, tu vois, des fois dans la vie, c'est important aussi d'être quelqu'un de confiance, sur qui tu peux compter, tu comprends ? Bastien s'arrêta un instant. Albin s'imagina une tonne de petits mécanismes s'activer dans le cerveau du garçon. « Je crois. Tous les secrets ne doivent pas être dits ?» L'enfant fixait l'adulte face à lui avec insistance. Les explications de sa mère ne lui suffisaient plus. Il voulait un avis extérieur. « Eh bien, dès qu'on peut dire les choses, Bastien, on doit le faire. Parce qu'après, les secrets deviennent trop gros à porter. Comme mon chien Teddy, maman dit que je lui donne trop à manger, alors du coup, maintenant, je n'arrive plus à le soulever. » Albin s'amusa de la comparaison. « Voilà, exactement, comme Teddy. »« Mais ça mange quoi, les secrets ?» Le paysage continuait de glisser, et l'homme y vit comme des milliers de polaroïdes. « Ça mange du silence. »
La gare de Montpellier-Saint-Roch était inondée de centaines de voyageurs coulant de sueur. Malgré l'appréhension d'Albin, Bastien et sa mère ne s'attardèrent pas auprès de lui et un simple signe de main fit office d'adieu. La piscine n'attendait pas. Après quelques embouteillages sur les quais, Albin passa sous les brumisateurs avec plaisir et se dit que c'était à coup sûr la dernière grande innovation de l'être humain. Sa chemise se portait mal. La confondre avec une éponge aurait été le plus naturel des réflexes. Il poussait sa petite valise avec mollesse et chaque pas semblait le rapprocher des enfers. Les portes coulissantes de la sortie déversèrent un torrent de fournaise qui lui donna un léger vertige. À l'horizon, les immeubles qui germaient comme des champignons ondulaient tels des feux follets sous la chaleur. Albin jeta un coup d'œil aux voitures garées aux alentours et aperçut une Peugeot 406 aux couleurs de la police. Il s'avança. L'homme qui l'attendait avait la soixantaine, le visage fin et les rides tombantes. Son gros nez luisait sous la canicule. Il aplatit l'une de ses dernières mèches de cheveux à l'arrière de son crâne. À sa moustache de quelques jours, Albin comprit à quel point ce qu'il s'était passé l'affectait. « Oncle Henri !» dit le visiteur en enlaçant le flic en tenue de service. Accolade brève, mais sincère. « Je n'ai pas eu le temps de me changer, avec les travaux ici c'est le bordel. J'ai mis presque 1h30 à venir te chercher. Allez, monte dans la voiture, petit gars, faut pas faire attendre tante Hélène. » Alain Duval s'exécuta. Valise dans le coffre, bouteille d'eau fraîche dans la boîte à gants, ambiance glaciale dans le véhicule. Ils parcoururent quelques kilomètres à la sortie de Montpellier, dans un silence aussi étouffant que la chaleur environnante, avant qu'Henri Petit ne se décide à parler. « Je suis désolé, petit gars. Je sais que c'est mal choisi pour te dire ça, mais on est très content de t'avoir à la maison avec Hélène. Victor a tenu à faire ton lit lui-même. » Sa voix tremblait. « Comment il va ?» reprit Albin. « De mieux en mieux. Tu ne me croirais pas, mais quand j'ai dit que tu venais pour... il s'est souvenu de toi. Hélène et moi, on n'en revenait pas. Tu sais qu'après ton accident, il ne se souvenait de rien, rien. Qu'est-ce que c'était une fourchette, un cheval, comment s'asseoir? Nada. Quand j'ai prononcé ton prénom, il a crié « Copain d'enfance !» Incroyable. Excuse-moi, petit gars. Moi, je te parle de tout ça alors que tu dois être dans un état. Ça va, oncle Henri, je t'assure. C'est ça qui me fait le plus mal, d'ailleurs. Le conducteur se tourna vers le passager d'un air attristé. « Albin, je sais que ces dernières années, ce n'était pas facile entre vous deux. »« Pas facile ? Je ne lui ai pas parlé depuis 20 ans. » Le flic se gratta la tête, comme pour effacer la gêne qui venait de s'installer. « La rancœur, ça vous ronge un homme et... Sinon, tout va bien au travail ? » La routine. Ici, c'est pas Paris. Les vols de chèvres, c'est peut-être ce qu'on a de plus palpitant. J'imagine que c'est mieux comme ça, non ? La voiture venait d'atteindre le sommet d'un col. Les montagnes du sud s'offraient à eux dans un panorama somptueux. La climatisation avait adouci les peaux, pourtant, le cœur d'Albin se serra. Il savait qu'il n'était plus très loin du village de son enfance. Oncle Henri se racla la gorge. « Mais c'est mieux comme ça, oui. » Albin se sentait étrange. Revenir à Montmal avait fait renaître en lui des émotions enfouies. Un goût de déjà-vu, tenace et aigre, émanait de chaque ruelle, chaque maison, chaque jardin, chaque magasin, chaque visage. Il défilait au rythme du véhicule et l'effet de vitesse les déformait à les rendre inquiétants. La mairie n'avait pas bougé, le boulanger fumait ses cigares immondes, le PMU accueillait ses habituels piliers de bar, l'école sonnait toujours cette cloche à moitié cassée. Si tout semblait si familier à ses yeux, rien n'était vivace dans ses souvenirs. Il se sentait en décalage avec cet endroit qui aurait dû être un foyer pour lui, une source de plaisir et de réconfort. Pourtant, à peine eut-il posé le pied à terre que tout son corps voulut sauter dans le premier train en direction de Paris.
On a fait quelques travaux depuis la dernière fois que tu es venu. On a aménagé une chambre au grenier. Ce n'est pas le Ritz, mais tu y seras pas mal, dit Henri en manœuvrant la Peugeot dans le garage. Je ne suis jamais allé au Ritz, de toute façon. Le comité d'accueil se tenait droit devant la porte d'entrée. 10 ans qu'Albin n'avait pas vu Hélène Petit, et le temps semblait avoir oublié cette personne. Hormis quelques rides sur son visage rond et enjoué, la femme d'un certain âge n'avait rien perdu de son aura. Grande, les hanches larges, un physique imposant qui dépassait d'une tête tous les hommes qu'elle côtoyait. Albin se souvenait que tout petit déjà, cette femme exerçait chez lui une forme d'attirante répulsion. Elle dégageait une envie primaire de se blottir entre les plis de ses courbes, non pas comme un amant, mais comme un nourrisson en quête de lait. Hélène Petit avait le corps et la prestance de ces saintes qui ornent tous les tableaux de la Renaissance. Quand il allait au Louvre, Albin Duval ne pouvait s'empêcher de penser à elle en contemplant la Vierge à l'Enfant de Vinci ou bien la grande odalisque d'Ingres. Encore aujourd'hui hypnotique était l'adjectif qui définissait le mieux Madame Petit. Habillée pour l'occasion d'une longue robe noire et d'une coiffe transparente qui lui donnait des allures de sorcière. « Albin, je suis... Toutes mes condoléances, mon garçon. » « Merci, Hélène. » Les immenses bras de la femme, tels des tentacules, agrippèrent Albin. L'homme parut disparaître dans le ventre d'une créature ancestrale. Henri, en retrait, vint poser une main réconfortante sur le dos de son neveu. D'un point de vue factuel, Albin n'était pas le sien. Henri Petit était le collègue de Jacques Duval, et les deux familles avaient très vite noué des liens en dehors du travail. Meilleurs amis dans le public comme dans le privé, les deux policiers habitaient dans le même village, fréquentaient la même église, buvaient dans le même bar. Avec le temps, Albin s'était amusé à appeler le coéquipier de son père, oncle Henri. Les années passèrent, et l'aide précieuse qu'apporta l'OPJ à Albin ne fit que renforcer leurs attaches mutuelles. « Albin » lança une voix qui provenait de derrière la porte principale. De Victor, Albin n'en avait qu'un triste souvenir. Le fils des Petits avait lutté toutes ses jeunes années contre les moqueries dues à son retard mental. Instable et turbulent, ses parents avaient décidé de le placer dans un établissement spécialisé à quelques kilomètres de Montmal. Bien que plus âgé de 10 ans, Albin l'avait toujours considéré comme un copain à protéger. Parfois, quand ils allaient chez les Petits, Victor le mettait mal à l'aise. Ses difficultés à s'exprimer, ses crises d'hystérie et sa façon particulière d'interagir avec les autres avaient empêché les deux gamins de devenir de vrais amis. Quelques années plus tard, Albin apprit qu'un accès de violence de trop avait fait chuter leur fils du toit, provoquant à son cerveau de terribles séquelles. Le choc l'avait rendu amnésique, au point que les médecins avaient dû lui réapprendre à respirer. Maintenant qu'il était face à lui, Albin s'en voulait de ne ressentir que de la pitié envers cet enfant piégé dans le corps d'un adulte en ruine. « Bonjour, Victor. Tu te souviens de moi ?»« Albin, oui. » En une fraction de seconde, le visiteur se retrouva enlacé par de puissants bras qui ne maîtrisaient pas leur force. Albin poussa un petit cri de surprise. Victor, le visage plongé dans son torse, riait et pleurait à ne plus savoir s'arrêter. « Albin, copain! Albin, copain! Je suis si content de te voir !» Quand il desserra son emprise, l'homme constata que sa chemise était trempée de larmes. Avant qu'il n'eût le temps de répondre à son ancien camarade, celui-ci partit à l'intérieur de la maison en courant. « Je suis désolé, petit gars. Il est très perturbé depuis qu'on lui a dit que tu allais venir. »« Ce n'est rien, moi aussi ça me fait plaisir de le voir. » Hélène Petit le scruta de la tête aux pieds. « Rentre, je t'en prie. Je crois que tu as besoin d'une bonne douche. » La femme agrippa son épaule pour l'inviter à entrer. Sur le seuil,
Henri adressa un regard gêné à Albin. « Petit gars, est-ce que tu veux… Tu sais, pour le moment, son cercueil est aux pompes funèbres. Si tu souhaites le voir seul, c'est maintenant ou jamais. »« Jamais, oncle Henri. »« C'est ton père, Albin, tu dois… » Albin n'entendit jamais la suite de la phrase. Parler de son père lui était insupportable. Aussi préféra-t-il s'engouffrer dans l'escalier. 2. Samedi 22 août 2018. « Comment tu te sens ?» demanda l'épouse d'Albin d'un ton inquiet. « Je vais bien. »« Ne mens pas à une femme enceinte, ça porte malheur. »« Depuis quand ?»« Depuis que je l'ai décidé. » Imaginez le petit sourire en coin de Justine apaisa son mari. « Je ne sais pas, c'est tellement bizarre de se retrouver ici, chez eux. Je n'ai pas envie de croiser tous les gens du village. Je sens qu'ils vont tous défiler à l'enterrement. Voir leurs airs faussement tristes, ça me donne envie de partir en courant. » Ils seront peut-être sincèrement peinés pour toi. Le maire et mon oncle à la rigueur. Mon père était devenu une sorte de fou du coin. S'ils sont présents, c'est pour se moquer une dernière fois. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne ? Je prends le premier train et je suis là avant la cérémonie. Non, chérie. À 2 semaines de l'accouchement, je doute que ce voyage et cette ambiance te fassent du bien. Je ne resterai pas longtemps de toute manière. J'assiste aux funérailles, je m'occupe de trier ses affaires et je rentre avant que tu ne me retrouves aussi fondu qu'une glace dans un micro-ondes. Bon, comme tu voudras. Mais si tu as le moindre souci, tu m'appelles, même la nuit, d'accord ? Je voudrais pas te déranger entre les fraises à la mayonnaise de 2h du matin et la tablette de chocolat de 3h. Imbécile, je mange pour 2, je te ferai dire. 2 groupes de combien de personnes ? Je vais vous raccrocher au nez, Albin Duval. Mettez ça sur mon compte d'humeur de femme enceinte. Il n'y a plus de plat. Ces mots moururent dans le silence de la ligne coupée. Se voir sourire au milieu du grenier le fit se sentir ridicule. L'obscurité de sa chambre le mit mal à l'aise. L'homme se releva du lit et s'avança vers la seule source de lumière, une petite lucarne ronde, et jeta un œil au dehors comme on regarde un rôti cuire devant un four. Au dehors, Victor enjambait son scooter avant de disparaître au fond de l'allée principale de la demeure. Quelques secondes plus tard, une voiture de pompiers s'engageait sur la même route, les pneus crissèrent sous le gravier, puis 2 hommes en sortirent. Les nouvelles allaient vite. Henri Petit avait déjà servi un pastis aux pompiers quand Albin descendit. 2 jeunes hommes qu'il n'avait jamais rencontrés se présentèrent comme faisant partie de la caserne de Laroque, une ville située à une 15aine de kilomètres de Montmal. Bien que le village d'enfance d'Albin disposait d'une gendarmerie, le manque de budget avait empêché le maire d'y installer le nécessaire pour lutter contre les incendies. De ce fait, à Montmal, les habitants devaient attendre l'intervention de cette équipe de sapeurs-pompiers si une urgence se présentait. Le plus trapu des 2, le visage pâle et la barbe drue, expliqua qu'il menait une enquête de routine concernant le drame qui avait eu lieu chez Jacques Duval et avait entraîné la mort de ce dernier. Bien que vivant à Paris au moment des faits, il jugeait intéressant d'échanger avec le fils de la victime. « Comment était votre père les mois précédant son décès ? Mentalement, je veux dire. » Son accent du Sud était si tranchant qu'Albin espérait que le pompier ne se coupe pas avec. « Je n'ai plus de contact avec mon père depuis 20 ans. Pas même une lettre ou un coup de téléphone. Rien. » Dans son regard, Albin y vit le plus acéré des jugements. Comment un fils pouvait-il rester sans nouvelles de son père pendant si longtemps ? Quel genre d'homme abject venait de poser ses valises à Montmal ? « Je vois, » reprit l'homme en uniforme d'un ton sec. « Nous avons déjà interrogé M. Petit et il nous a fait part du caractère instable de Jacques Duval et son penchant pour les boissons alcoolisées. Dis Claude, vas-y mollo, il est à peine arrivé. Tu ne peux pas l'interroger une autre fois ?» Henri venait de s'interposer entre les 2 hommes. « Désolé, Henri, on ne fait que notre travail. »« Votre travail, c'est moi qui suis chargé de l'affaire, Claude.
Tiens, prends-en un, ça va te détendre. » L'oncle d'Albin versa une rasade de la liqueur anisée sous les yeux étonnés du jeune sapeur. « Doucement, on est en service. Je sais bien, nous, on cherchait à comprendre comment l'incendie s'est déclenché. »« Parce que vous n'en avez aucune idée ?» demanda Albin. « C'est-à-dire que la maison de votre père est assez isolée, et nous, on est à 15 bornes. Le temps qu'on nous appelle, le feu avait déjà fait beaucoup de dégâts avant qu'on arrive. Le désastre rend difficile l'identification du foyer. Je vois. Écoutez, est-ce que mon père est un pochetron depuis trop d'années ? Oui. Est-ce qu'il avait des raisons de se foutre en l'air ? Sûrement trop pour que je les compte. Est-ce que je crois pour autant qu'il en était capable ? Pas du tout. Mon père, il était du genre têtu. Maintenant, les gens changent avec le temps, alors je ne pourrais pas vous être utile, messieurs. » L'autre homme, plus petit et au corps bien en chair, s'avança en essuyant son front. « On ne voudrait pas abuser, monsieur Duval, mais accepteriez-vous de venir avec nous sur les lieux ? Peut-être que vous reconnaîtrez quelque chose ou verrez quelque chose qui peut nous aider à comprendre. » L'étranger regarda son oncle, qui lui fit un signe approbateur. Albin avala une lampée de pastis pur, grimaça, puis se dirigea vers la sortie. « Je n'ai pas de voiture, je monte avec vous. » De sa maison d'enfance, il ne restait qu'un tas de ruines figées au sol. Albin n'avait pas emprunté cette route depuis des décennies, et pourtant, tout semblait limpide dans son esprit. Le petit chemin de campagne, les collines, puis la succession de montagnes rocheuses qui donnaient en contrebas sur la rivière de l'Hérault, où kayak et canoë s'adonnaient à quelques séances de rafting. La côte raide et ses pics de pierre noire, et enfin la vallée, superbe et majestueuse. Quelques kilomètres plus loin, on distinguait La Roque, village médiéval aux ruelles étroites et sinueuses, aux demeures peu à peu désertées par le manque de travail et la pauvreté. Le 4x4 rouge n'eut aucun mal à se frayer un accès au sommet de l'agglomération. Derrière le clocher de l'église, aux constructions d'époque, une petite pente donnait sur un sentier à travers la garrigue. Dans l'habitacle, Duval était secoué çà et là par les dégâts du temps, sur une route jamais pratiquée ni restaurée. Tout semblait différent. Albin ne reconnut pas l'endroit où il jouait jadis avec ses amis, au milieu des roches et des arbres. Pire encore, il aperçut au loin un trou géant et obscur, comme un puits vers les enfers, qui se trouvait à la place de la maison de son père. Plus le véhicule roulait, plus la crevasse dessinait la forme d'un tas de cendres. Le conducteur stoppa sa voiture à quelques mètres du portail, le fer noirci par l'incendie. Ils enjambèrent un bandeau de sécurité rouge et blanc, puis s'avancèrent, muets. Les deux pompiers firent quelques pas avant de s'arrêter, laissant à Albin une solitude nécessaire. Les arbres autour du jardin étaient partiellement brûlés. Le petit potager de sa mère, sa balançoire, la cabane en bois qu'il avait construite avec son père, tout avait disparu. La maison se réduisait à un tas de poutres calcinées, de décombres de murs à peine perceptibles, ainsi que de rares squelettes des fondations qui délimitaient jadis les différentes pièces. Albin s'avança dans ce paysage infernal, ses bottes crissant sous le bruit des déchets et débris. Le goût de poussière et de suie tapissait son palais. Il escalada un monticule de châssis avec prudence, manquant de trébucher par endroits, puis s'arrêta au milieu de la propriété, droit comme une bougie. Sa mémoire se mit à jouer comme sur un vieux piano. Une blanche, comme la robe que sa mère portait souvent les dimanches et jours d'anniversaire, radieuse, presque angélique dans sa façon de se déplacer. Une blanche encore, la couleur que Jacques avait choisie pour repeindre l'intérieur de la cave, son antre pour mec, comme il aimait l'appeler, et où Albin passait des heures à s'amuser avec son père au billard. Une noire, une noire, une noire, tout ce qu'il restait à présent. « Désolé, monsieur Duval, vous voyez quelque chose ?» Albin sortit de ses pensées comme un naufragé luttant dans un océan de pétrole. « Non, rien. »« Entendu. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Le sapeur-pompier escalada les monceaux de décombres. L'étranger suivant derrière avec précaution.
Le sol craquait sous leurs pas et chaque foulée menaçait de les faire tomber. Le soldat du feu s'arrêta devant un panneau rouge sur lequel le mot « danger » resplendissait d'un blanc nacré. D'un geste, il écarta l'écriteau et attendit qu'Albin arrive à sa hauteur. « On l'a retrouvé intacte. Vous avez la clé ?» La porte de la cave se dévoila face à eux, en parfait état malgré le fer noirci, et la poignée encore fixée à son châssis. Albin, la bouche asséchée par la chaleur, s'assit sur l'une des marches dégagées, contemplant l'absurdité de la scène. Un antre pour mec, vierge de toute flamme, telle une arche de Noé préservée du déluge. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il au pompier, resté en retrait. « La terre s'est effondrée sur l'escalier, ça a protégé le sous-sol de l'incendie. On l'a découvert le lendemain matin, on pense que l'intérieur a été sauvé. » « Vous n'avez pas forcé la serrure ?»« On a essayé, mais c'est du solide. Votre père vivait seul, alors on s'est dit que vous deviez l'ouvrir. » « Je n'ai jamais eu la clé. »« Voyez avec Victor Petit, c'est notre serrurier. Je pense qu'il saura fabriquer une réplique. » Sans rien se dire, les deux pompiers comprirent qu'ils devaient le laisser seul. Aussi, ils quittèrent ce royaume de cendres sous les craquements de leurs bottes et attendirent assis sur le capot de leur voiture. Albin Duval resta de longues minutes sans bouger, assis sur sa marche, le regard dans le vague. Il fixa si longtemps la poignée de la porte qu'elle se remit à prendre des formes fantasmagoriques. Dans son reflet crasseux, l'homme y vit d'abord son visage, puis d'autres images s'y juxtaposèrent. Lui, enfant, observant son père dans cette cave, essayant de l'imiter avec toute l'admiration qu'un fils pouvait porter à son modèle. Des dizaines de scènes lui revinrent en mémoire, certaines plaisantes, d'autres beaucoup moins. Poussé par un mélange de curiosité et de mélancolie, Albin se redressa enfin et s'activa à tenter d'ouvrir le sous-sol. Il tourna la poignée, puis poussa une première fois vers lui. Rien. Avec le pied, l'homme entreprit de dégager la voie, forçant en même temps sur l'ouverture, le noyant dans une nappe de brouillard qui lui provoquèrent une subite quinte de toux. Malgré tous ses efforts, le verrou resta clos. « Monsieur Duval, on doit rentrer !» cria Claude. Albin remonta les quelques marches, puis jeta un dernier coup d'œil à la cave avant de partir. Alors que la nuit commençait à tomber, la forme de la rondeur de la poignée lui donna l'effet d'un sourire narquois. Hélène Duval, assise sur sa chaise, donnait l'impression d'une reine dans son château. Droite et imposante, elle surveillait les bonnes manières de son fils, alors que celui-ci n'avait pas encore touché à son assiette. Victor fixait Albin d'un air joyeux, l'admirant comme un fan devant son idole. Gêné, l'homme tentait de ne pas attiser la flamme de sa groupie. Heureusement pour lui, chez les petits, le repas était un moment sacré de silence et d'introspection. Quand Henri eut fini de poser le plat d'accompagnement, des haricots trop cuits, et qu'il prit place à table, Albin comprit que cela indiquait le début d'une forme de retraite bouddhiste. Seul le bruit agaçant de la mastication excessive de leur fils rythmait la soirée. Au fond, l'horloge du salon, à la décoration passée, sonna. Elle pointait 21 heures, et pourtant, l'air était encore chargé et caniculaire. « Victor, on m'a dit que tu étais serrurier. » Albin n'imaginait pas que lui adresser la parole le rendrait si euphorique. « Oui, je suis serrurier. »« Calme-toi, Victor, et finis ton assiette. » ponctua Hélène d'un ton glacial. « J'aurai un service à te demander, si tes parents me donnent leur accord, bien sûr. »« Moi, je vais aider Albin. » Le fils petit tapa ses mains sur la table. Quelques condiments furent propulsés sur le sol. « Victor, on a dit quoi ?»« Je sais, Victor, calme. Je ne suis pas un enfant. »« On ne dit pas ça, Victor. Regarde ce que tu as fait. Tu en as mis par terre. » reprit Hélène. Honteux, l'homme ramassa les déchets qu'il avait jetés, puis se rassit, frustré. « J'aurais besoin que tu me confectionnes une réplique d'une clé pour ouvrir une porte. »
Si tu as l'intention de cambrioler quelqu'un, je ne veux pas le savoir, ricana Henri dans sa barbe. C'est la cave de mon père. Elle a survécu à l'incendie. Ça alors, c'est incroyable. Moi, je sais faire, Albin, je sais faire. Tu me montres la porte et je fais la clé. Victor tendit la main à leur convive, le buste redressé, ses dents resplendissantes de joie. Albin, surpris, lui serra d'un air satisfait. « Merci beaucoup, je te revaudrai ça. » Jamais Albin ne vit quelqu'un d'aussi comblé. Victor Petit garda son sourire jusqu'à la fin du repas. « Je crois que tu as fait un heureux petit gars, » dit Henri en désignant d'un signe de tête son fils. Tous finirent leurs assiettes dans la tranquillité. Albin Duval savourait son dîner sans appétit et le calme sans y faire attention. La journée qui l'attendait le lendemain allait être désagréable. Aussi fit-il un effort pour apprécier la simplicité de ce moment. Depuis qu'il avait reçu l'appel de ce pompier, sympathique au demeurant, lui annonçant la mort de son père Jacques Duval dans un incendie, Albin flottait parmi les songes. Sa vie avait glissé dans quelque chose de plus flou et vaporeux, un cliché abîmé se superposant au monde. L'homme s'était efforcé de rester actif pour ne pas faire face à cette tragédie, car dans ces instants de vacuité, il refusait de s'avouer un sentiment qu'il ne pouvait assumer et qui le rongeait, son absence de tristesse. 3. Lundi 24 août 2018. Les secrets. Jacques Duval en avait collectionné tout au long de sa vie, et en emportait sûrement autant dans sa tombe. C'est ce qu'Albin se dit, quand la première motte de terre fut déposée sur le cercueil. Albin s'amusa de constater qu'un secret prenait si peu de place et pouvait provoquer tant de dégâts. Avoir caché la véritable cause de la mort d'Eva Duval tenait d'un acte protecteur. C'est ce que Jacques s'était tué à dire à son fils, quand celui-ci avait fini par découvrir la vérité. Albin avait 13 ans, Jacques, 46, et révéler ce secret avait été le début d'une fissure entre les deux hommes. Un sillon devenu gouffre avec le temps. Albin, habillé d'un costume noir, fixait les gens venus se recueillir sur la tombe de son père. Henri Petit se tenait en retrait, sa femme Hélène dressée au-dessus de Victor, un bras posé sur son épaule, comme l'aile d'un vautour protégeant sa progéniture. Bien que Jacques et son coéquipier ne se parlassent plus, les larmes sur le visage d'Henri ne cessaient de perler. Le maire, Alexandre Sarandier, saucissonné dans son ruban officiel, avait insisté pour prononcer quelques mots sur ce que l'OPJ en chef, aujourd'hui décédé, avait accompli pour la commune. Il oublia de mentionner que l'homme avait passé ses 20 dernières années de nuit blanche davantage accoudé au bar qu'à travailler à la gendarmerie. L'ancien prêtre, Silas Durand, à moitié paralysé suite à un AVC, s'était déplacé en personne pour dire adieu à un vieil ami. Malgré un discours maladroit et hésitant, Albin Duval eut la douloureuse sensation que son intervention resterait le moment le plus touchant de la cérémonie. Ajoutez à cette foule 2 ou 3 doyens de Montmal, et vous aviez là le cortège funéraire complet du capitaine Duval. Toutes mes condoléances, Albin, encore une fois. Je sais que tu lui en voulais beaucoup, mais c'est peut-être une triste chance de faire la paix avec lui, dit Henri en serrant la main du jeune homme. Merci, oncle Henri. Je t'en prie. Nous étions si proches de tes parents à une certaine époque, reprit Hélène, qui s'était avancée pour le réconforter. Oui. Moi, je me souviens de toi et de ta maman. Quand on était petits et qu'on habitait à côté, on jouait près de la rivière. Hélène s'étonna. Tu as entendu, Henri ? C'est très bien, Victor. La femme s'éclipsa dans un sanglot, laissant son mari face à son neveu. Avant de partir, son fils déposa une clé dans la main d'Albin, un sourire radieux accroché à son visage d'enfant. « Excuse-la, depuis que c'est arrivé, on est déboussolé. Elle ne pensait pas à mal. »« Il n'y a pas de souci, oncle Henri. Je suis probablement la personne la moins triste de cet enterrement. » Henri Petit souffla,
désolé par ce qu'il venait d'entendre. L'étranger fixa l'objet qui glissait dans ses paumes humides. Des lumières bleues et rouges jaillirent à l'entrée du cimetière. Les deux hommes se retournèrent et virent un duo de policiers sortir de leur voiture de service. La jeune femme, au volant, arborait la trentaine, les cheveux courts et brillants, le visage fin et sculpté, comme taillé à la hâte. Ses yeux océans irradiaient tout aux alentours et contrastaient avec ses bras et son cou saillant de muscles. Derrière elle, une armoire à glace à la bedaine proéminente la talonnait. L'uniforme trop large, la démarche hésitante, l'impressionnante stature du flic jurait avec sa mine presque frêle, innocente, comme si on avait placé sur les épaules d'un bodybuilder la tête d'un poupon. La première était si vive que quelques pas lui suffirent à les rejoindre. L'autre resta en retrait, discutant avec quelqu'un au téléphone. Au rictus des deux flics, Albin comprit qu'il n'était pas là pour dire au revoir à Jacques Duval. « Capitaine, on a une urgence !» lança-t-elle. « Lieutenant, vous ne pouvez pas gérer ça toute seule? Vous ne voyez pas que le moment est très mal choisi? »« Chef, j'insiste. » Elle débitait ses paroles à la vitesse d'une mitraillette. « Bon, j'arrive. Désolé, petit gars, je dois y aller, » dit-il en se tournant vers Albin. « Pense à ce que j'ai dit. Ton père avait des défauts, mais essaye de lui pardonner pour ton bien. » « Il y a des défauts qu'on ne pardonne pas. »« Vous êtes Albin Duval ?» demanda la flic d'un ton sec. « Oui, et vous êtes ?»« Lieutenant de Sorial, » répondit la femme pressée, avant de se retourner vers son supérieur. « On vous attend dans la voiture, capitaine. » Si Albin avait espéré lui serrer la main et se présenter, il n'en aurait eu de toute façon pas le temps. À peine cette pensée lui effleura l'esprit que la flic disparaissait déjà derrière le véhicule et démarrait le moteur. Henri lui décocha un sourire gêné et suivit ses équipiers. Bientôt, les couleurs du gyrophare s'évaporèrent dans la chaleur et le gris et noir du deuil reprirent place sur leur trône. Face au petit monticule de terre sous lequel reposait Jacques Duval, Albin eut l'amère vision de deux mondes séparés par un miroir. Le premier dormait à présent pour l'éternité, laissant le deuxième au-dessus, hanté par des nuits sans sommeil. « Tu tiens le coup, chérie ?» Albin avait emprunté le véhicule civil de son oncle pour rejoindre l'ancienne maison de son père. Le soleil à son zénith semblait brûler dans un feu éternel. L'homme eut la sensation en l'observant qu'il ne redescendrait jamais, effaçant la nuit, laissant la terre succomber à ses rayons. Le cuir de la vieille Renault collait à la chemise du visiteur, et les cendres au loin voletaient dans l'air comme des milliers d'esprits frappeurs. Quelque chose terrifiait l'enfant des Duval à l'idée d'ouvrir cette porte. Et si toutes les réponses à ces questions se cachaient là, ensevelies aux yeux de tous, comme une capsule temporelle qui aurait survécu à l'apocalypse? Y trouverait-il un message du passé, clair et sans détour, sur ce qui était arrivé à cette époque? Justine attendait au bout du téléphone, mais c'est le visage de sa mère qu'Albin projetait sur le pare-brise du véhicule. « Je vais bien, j'ai un détail à régler. Je pense prendre le dernier train pour Paris aujourd'hui. »« Un détail ?» Son mari lui expliqua la cave protégée de l'incendie. « C'est fou cette histoire. Il y faisait quoi ton père dans ce sous-sol ?»« Il jouait au billard, fumait des cigares et buvait des bières. C'était son antre pour mec, comme il disait. Là où il se reposait après ses journées de travail. Il affirmait qu'un homme avait besoin de se retrouver seul, pour le bien de sa famille. Je me souviens que ma mère avait interdiction d'y pénétrer, que ce n'était pas une pièce pour bonne femme. C'était une autre époque. « Je vois. Et toi, tu avais le droit d'y entrer ?»« Jamais. Je suis descendu quelques fois devant la porte. Je l'espionnais par le trou de la serrure, mais je suis toujours resté sur le seuil. Pour ce que j'y ai aperçu, il avait d'énormes fauteuils en cuir rouge, ultra ringards. Mais ça me faisait rêver de me plonger dedans et de regarder mon père. Je crois que c'est le moment de prendre ta revanche sur la vie. Peut-être. À tous les coups, l'intérieur est entièrement carbonisé. Ou pire, ça empestera cette odeur dégueulasse de cigare. Ma mère détestait quand il fumait. Des flocons noirs drapaient le châssis du véhicule à mesure qu'il approchait. « Tu as peur d'y aller ?»« Peur ? Je ne sais pas. » « C'est-à-dire que ça fait 1 heure qu'on est au téléphone. »
Je vois, madame a un planning chargé. Tu veux dire entre mes crises de flatulence et le bébé qui joue au foot dans mon ventre? C'est plutôt calme en ce moment. Albin se força à rire. Tu as peur d'y aller? Tu as peur de ce que tu vas y trouver, n'est-ce pas? Ou plutôt ce que tu n'y trouveras pas. Je te laisse, chérie. Passe le bonjour à ton alien. Notre alien. Oui, je t'embrasse. S'il s'était écouté, Albin n'aurait jamais raccroché. L'homme se sentit soudain seul à en mourir. Gelé devant son passé, il puisa dans ses dernières forces pour s'extirper du véhicule et marcher à nouveau au milieu des décombres. Cette fois, il pressa le pas et rejoignit la porte fermée de la cave. Aucune envie de s'attarder sur les fantômes qui hantaient le terrain calciné. D'une main hésitante, il sortit l'objet que Victor avait eu la gentillesse de lui confectionner plus tôt dans la matinée. Albin se força à ne pas laisser son cerveau divaguer. Réflexe défensif. Penser à tout sauf à ouvrir cette fichue poignée. Ne pas réfléchir, glisser la clé, tourner, actionner le levier et... Sonnerie de portable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.